Maintenant, la plupart d'entre nous savent que pratiquer la médecine basée sur les preuves en pédiatrie n'est pas toujours facile. Et c'est surtout difficile quand on essaye de le faire dans un lieu où les ressources sont faibles. Et c'est encore plus difficile, bien sûr, lorsqu'il s'agit des soins intensifs, n'est-ce pas? Nous avons maintenant des abstracts présentés à l'oral. Et nous allons donc avec cela essayer d'apprendre des choses. La session qui va suivre va traiter des soins critiques ou intensifs. J'aimerais vous présenter le président de la session. C'est quelqu'un de très courageux, je pense. Quelqu'un qui non seulement est professeur en pédiatrie, mais qui a beaucoup parlé, qui s'est impliqué contre le commerce des armes. Il travaille avec les femmes et les filles enceintes. Je vous présente donc le professeur David Southall. Thank you. Welcome. Thank you very much indeed. Okay, it's an Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici et qu'on m'ait demandé même de présider ces présentations qui sont très importantes et que nous allons vous présenter maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas passer trop de temps à parler moi-même, mais une chose que je souhaiterais souligner, c'est l'importance des soins en maternité par rapport à la pédiatrie. Il faut les intégrer, comme vous venez de le dire, c'est critique. Et c'est critique pour les soins critiques. Parce que je vois de nombreuses jeunes filles qui souffrent énormément en conséquence de leur grossesse à 12, 13, même des jeunes filles qui ont 10 ans et qui sont enceintes. J'en ai vu au Libéria, par exemple. Nous avons 8 minutes par présentation, ensuite 4 minutes pour discuter. Je vais essayer de bien chronométrer tout cela. Je vous présente tout d'abord le docteur Lisa Humphrey. Est-elle là? Elle est là. Docteur Lisa Humphrey va nous parler de l'administration de soins pédiatriques dans les hôpitaux MSF. Bien. J'ai un micro très cool, un micro qui est très technologique. Donc, je m'appelle Lisa Humphrey, je suis pédiatre. J'ai été formée aux États-Unis et maintenant je travaille pour MSF France et je suis basée à Sydney, en Australie. Nous avons une unité là-bas. Je vais vous parler aujourd'hui de notre boîte à outils, de notre cadre de travail pour l'administration de soins pédiatriques dans les hôpitaux MSF. Merci de m'avoir invité à présenter. Comme vous le savez, chez MSF, nous avons des standards de définition des soins critiques pour les adultes, donc le niveau de soins fournis, les ressources dont nous avons besoin, mais en fait, il n'y a rien de tel pour les enfants et pour les nouveau-nés. Les enfants ont besoin de soins intensifs dans tous nos projets, ça c'est clair, nous l'avons vu nous-mêmes, nous sommes allés sur le terrain, nous voyons dans nos données, et nous voyons aussi cela dans la littérature médicale qui couvre les endroits où les ressources sont faibles, là où nous travaillons. Nos données montrent que 10 à 20 des enfants qui viennent dans nos projets ont des signes de cliniques critiques et 80% ont des signes urgents. Donc, ça veut dire qu'on a des enfants qui sont très malades qui viennent à nos hôpitaux. Et ça peut être une véritable catastrophe si on ne sait pas comment gérer ces enfants. Et en fait, on n'a rien, comme j'ai dit, qui soit standardisé. Une étude dans le Lancet a estimé qu'environ 50% des morts dans des domaines où les ressources sont faibles avaient lieu dans les 24 heures suite à l'hospitalisation. Donc, ceci montre que si on n'a pas de système en place, on ne peut pas faire grand-chose pour ces enfants. Alors, lorsque les gens pensent aux soins intensifs pédiatriques, on pense à l'unité des soins intensifs, mais en fait, comme vous le savez, les enfants qui ont besoin de soins intensifs se trouvent dans tous les niveaux à l'hôpital. Et si on n'est pas prêt pour leur fournir les soins appropriés et standardisés à tous les niveaux de l'hôpital, eh bien, on ne pourra pas
trouver une solution à ce problème de mortalité élevée dans les 24 premières heures. Alors ici, vous voyez que c'est un concept qui a l'air peut-être un peu simple. Et il semble évident qu'il faut faire cela, mais c'est quand même quelque chose de très difficile à mettre en place sur le terrain. Ici, vous avez des photos qui viennent d'un projet pédiatrique très important au Mali. C'était ma première mission pédiatrique MSF. Et ici, on voit les différents niveaux de soins hospitaliers. C'est un projet MSF assez classique, mais sauf que c'est très grand. Pendant la saison pic, nous avons entre 300 et 400 enfants, des enfants de moins de 5 ans. Et ce sont des enfants qui ont besoin de soins intensifs qui peuvent se présenter à tous les niveaux. Et comme j'ai dit, si on n'est pas prêt, on ne peut pas les aider tout simplement. Donc pour trouver une solution à cela, en 2015, OCP a commencé à travailler à une boîte à outils pédiatrique et l'idée, c'était de présenter un outil prêt à l'utilisation pour les travailleurs sur le terrain pour qu'ils puissent fournir des soins pédiatriques et non pas pour fournir des soins quant au paludisme, au choc, mais comment donner des soins à ces enfants et qui soient spécialisés. Ensuite, nous avons présenté ce qu'on appelle un cadre de travail pédiatrique. C'est un petit peu comme un manuel d'instruction pour l'utilisation de cette boîte à outils. Donc, il y a aussi des annexes avec ces documents, des choses comme des checklists pour les médicaments, les traitements, les ressources humaines, des outils pour faire des études de morbidité, de mortalité des enfants, comment étudier l'enfant, comment faire le transfert de l'enfant, etc. Donc, beaucoup de choses. C'est très complet entre les annexes, le cadre de travail et la boîte à outils. C'est un document de 60 pages à peu près. Donc, il y a beaucoup de choses. Et nous avions un consensus chez les conseillers pédiatriques disant que la pharmacie, la gestion de l'hôpital, les urgences, etc. Nous avons tous travaillé ensemble pour pouvoir utiliser la même terminologie et pouvoir utiliser les idées de standardisation adultes et les appliquer au monde pédiatrique. Et nous voulions donc avoir l'acceptation de ce nouveau standard. Ce consensus nous a permis de définir nos recommandations pour toutes les unités fournissant des soins pédiatriques au niveau des infrastructures, les ressources humaines également, la formation, les compétences, c'est-à-dire ce que les gens doivent savoir pour travailler dans telle ou telle unité, les équipements, les médicaments, comme je vous l'ai dit, les pratiques de routine que nous mettons en place dans tous ces domaines, les lignes directrices cliniques, c'est-à-dire les protocoles qui existent pour tous les domaines, les mesures de sécurité pour le patient, l'amélioration continue de la qualité, je vous ai dit comme les études de morbidité, de mortalité, et puis les soins qui sont plus spécifiques à l'enfant. Maintenant, pour les urgences pédiatriques, l'une des standardisations les plus importantes, ça a été le niveau de soins. C'est très bien défini pour les adultes, mais pas aussi bien défini pour les enfants. Donc, nous voulions vraiment définir très clairement ce que cela voulait dire et classifier les unités pédiatriques en fonction des éléments que vous voyez ici à gauche. Il y a beaucoup de détails, ce n'est pas nécessaire pour l'instant, mais à gauche, vous voyez, on voulait classifier ces unités pédiatriques entre le suivi, le traitement de soutien, les procédures invasives et puis les services de soutien. Et ce que je voulais vous dire avec cela en particulier, il manque une partie de mon transparent ici. En tout cas, dans la plupart de nos projets, en OCP, en tout cas, c'est au niveau qu'on appelle 0. Et ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas avancer, qu'on ne souhaite pas inclure des soins plus avancés, mais pour l'instant, dans la plupart de nos unités, nous sommes au niveau 0, c'est-à-dire que nous fournissons des soins de base. Et si en définissant ces soins, on peut avancer, mais des choses plus avancées comme CPAP, les canules nasales, le suivi continu, tout cela, ça ne pourra pas fonctionner si les bases ne sont pas en place. Et c'est pour cela qu'on souhaitait se concentrer là-dessus. C'était l'objectif de notre boîte à outils, définir ces choses-là et puis une voie à suivre pour améliorer tout cela. Et bien sûr, on sait qu'on n'existe pas dans un vide. Les soins
l'hôpital, ce n'est qu'une pièce du puzzle. On peut avoir un hôpital qui fonctionne très bien, mais si tout autour ne fonctionne pas bien, eh bien ces efforts n'auront pas l'impact qu'on souhaiterait qu'ils aient. Donc on essaie aussi de se concentrer sur la communauté. On a aussi la chimioprévention pour le paludisme de saison, les soins primaires, etc. Mais en tout cas, on commence par l'hôpital et ensuite on essaye de standardiser nos mesures et puis on essaye de donner du soutien aux gens pour qu'ils fournissent des soins qui soient bons. J'aimerais vous remercier. Je pense que j'ai tout dit dans les temps. Merci. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Très, très bon travail. Excellent. Nous allons prendre des questions si vous en avez. Alors, merci de poser des questions très courtes parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'exprimer, je pense. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Alors, moi, j'ai une question. Les standards professionnels, l'éthique médicale, où est-ce que ça se trouve dans l'hôpital pour les enfants exactement? Bon, je pense que vous le savez, mais on peut réitérer. En fait, les standards qu'on essaye de respecter pour nos projets MSF, ce sont des standards qui sont élevés. C'est-à-dire qu'on essaye de fournir des soins à nos patients comme dans n'importe quel hôpital. Donc, on fait des études de morbidité, mortalité, niveau d'éducation aussi. Tout cela, on en a besoin pour veiller à bien fournir les soins de manière éthique comme on souhaiterait le faire. Mais c'est difficile à définir. Ce n'est pas toujours incorporé dans les hôpitaux comme cela. Et puis les gens avec qui vous travaillez au niveau local, ils peuvent aussi beaucoup en apprendre de vous au niveau du transfert d'informations. Donc oui, c'est sûr. D'autres questions? Y a-t-il des questions? Vous avez du temps? N'hésitez pas. J'étais tellement claire que personne n'a de questions. Vous avez encore 3 minutes pour poser des questions. Oui, madame. So yes, I'm Anya, thanks. Bonjour, je m'appelle Anya. Comment est-ce que vous arrivez à faire passer ces informations sur les gens sur le terrain? Comment est-ce que vous mettez ça en place lors de formation? C'est un outil relativement nouveau. Bon, j'utilise le terme d'outil pour tous les documents. Nous l'avons développé dans 3 de nos projets et puis bientôt dans un nouveau projet que nous avons mis en place au Liban. Nous avons une équipe de conseillers pédiatriques qui sont au niveau du siège et puis ensuite on a des gens qui font le lien avec le terrain. On les appelle des facilitateurs par exemple. Ou alors avec des pédiatres qu'on connaît bien qui sont en mission. Nous leur donnons ces outils et ensuite ils peuvent travailler pour mettre tout cela en place sur le terrain. Mais on va dire que c'est un cadre de travail. C'est une boîte à outils qu'on peut utiliser. Ce n'est pas... Nous, on propose des idées et eux, ils mettent ça en place sur le terrain. Donc ces personnes qu'on a identifiées, ce sont eux qui sont chargés de mettre tout cela en place. OK. Ousmane Diaye from Senegal. I want to... J'ai une question. Je viens du Sénégal. Avez-vous toujours besoin d'avoir l'agrément du ministère de la Santé quand vous mettez cela en place? Bon, je ne peux pas entrer dans tous les détails de chaque pays, évidemment, mais globalement, en général, avant de travailler dans tel ou tel pays ou telle région, ça se fait avec la permission et parfois le partenariat du ministère de la Santé. Et au niveau des projets, quand on a quelque chose comme cela qu'on souhaite mettre en place, on a les directeurs d'équipes cliniques ou les coordonnateurs cliniques. Ce sont eux qui vont être chargés de faire passer l'information aux personnes concernées et qui vont s'assurer que tout le monde est impliqué. Mais c'est toujours dans les deux sens. Ces informations passent dans les deux sens. Merci beaucoup, Lisa. Merci. And now, could we have Dr. Mark Lee? J'aimerais maintenant passer la parole au docteur Mark Lee, qui va nous parler des leçons tirées du suivi des patients en soins intensifs dans un hôpital du Kenya. Où se trouve-t-il? Il est là. Bien. Donc, 8 minutes, s'il vous plaît. Et je vous interromps très brièvement pour vous dire que vous pouvez poser des questions en français également, qui seront traduites.
par exemple par Eugène, notre bénévole, ou par moi d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Marc. Je suis pédiatre en formation à Londres. Je vais vous parler d'un projet que j'ai mis en place en 2014. C'était au Kenya. Cela faisait partie d'un projet du Collège royal de pédiatrie en Angleterre. Donc, des pédiatres sont envoyés au Kenya, en Ouganda et en Sierra Leone, mais aussi au Myanmar récemment. Et notre rôle, ce n'est pas de fournir des services, mais plutôt d'améliorer la qualité et la formation également. Et en retour, nous permettons à ces pédiatres de venir au Royaume-Uni pour se former également. Donc, un petit peu de contexte sur l'hôpital où j'ai travaillé. Cet hôpital couvre le district du Narok, au sud-ouest du Kenya. C'est un hôpital, c'est un district qui est grand, qui a une population comme celle de Djibouti ou de Fidji. C'est une population Maasai, avec une unité pédiatrique où il y a un doublement des lits, 3 ou 4 bébés par lit parfois, et puis un service de soins intensifs. Aussi, les ressources, bien sûr, sont très limitées. Nous avons eu accès à la numération des globules récemment. Avant, nous avions des fournitures en oxygène qui étaient très limitées. Quand je suis arrivée en février, la première chose que j'ai étudiée, c'était les données quant à la mortalité pour les patients pédiatriques. 50% des morts, comme on le sait, ont lieu dans les 24 heures suite à l'entrée à l'hôpital. Et ce que j'ai trouvé, en étudiant les données, j'ai trouvé donc la mortalité moins de 24 heures et plus de 48 heures et plus de 24 heures. 86% des morts arrivaient plus de 48 heures après l'entrée à l'hôpital. Et j'ai trouvé que c'était un gros problème. Ça voulait dire qu'il y avait un problème de gestion médicale une fois que les patients étaient stabilisés après être entrés à l'hôpital. Dans la plupart des cas, cela arrivait aux urgences, c'est-à-dire on les mettait dans 2 lits près des infirmières et c'était des patients qui souffraient de pneumonie, qui avaient besoin d'oxygène. Nous avions un cylindre d'oxygène qui était divisé en 2. On utilisait un flacon vide de solution pour le diviser. Il y avait aussi des bébés qui avaient besoin de liquide pour le choc. Et j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour faire cela, notamment augmenter la fréquence des observations des infirmières pour les patients les plus malades, pour espérer pouvoir intervenir à temps et prévenir certaines de ces morts. Avec l'infirmière que vous voyez ici à l'écran, nous avons décidé de mettre en place un changement. Je me suis rendu compte qu'au début, les patients en urgence étaient observés une fois pendant la journée et une fois la nuit, donc une fois toutes les 12 heures. Et c'était la même chose que pour tous les autres patients, qu'ils soient très très malades ou moins malades. Et donc, en 2 jours, nous avons fait une formation de 2 jours avec plusieurs infirmières, les infirmières en chef, et nous avons expliqué que des observations toutes les 6 fois par heure, une fois par heure pendant 6 heures, et ensuite nous avons noté les résultats. Donc au début, nous avions 32 patients pendant cette période de 2 semaines, 32 patients en urgence. Les résultats avaient l'air bons, c'est-à-dire que 75% avaient des observations toutes les 6 heures et non pas toutes les 12 heures. Je rentrerai plus dans les détails. Et puis, nous avons aussi étudié la mortalité à partir du mois de février jusqu'à avril et juin. Et les résultats, les pourcentages ont l'air bien meilleurs. Vous voyez que la plupart des décès aujourd'hui ont lieu dans les 24 premières heures et non pas après les 48 premières heures. Donc, je vous expliquerai les chiffres un peu plus tard. Mais en tout cas, une chose qu'il faut souligner par rapport à ce graphique, c'est qu'il y avait beaucoup d'interventions en même temps. Donc les résultats sont difficiles à interpréter. Le nombre de décès entre 10 et 15 par mois à peu près. Mais bien sûr, il y a des variations en fonction des saisons,
Moi, je venais d'arriver, j'étais le premier volontaire à l'hôpital. Il y avait beaucoup de formations en même temps, des simulations. On avait aussi introduit un système d'avertissement pour les parents, pour qu'ils puissent le dire lorsque leurs enfants étaient en détérioration. Ici, vous avez un exemple de notre tableau qu'on utilise pour les patients en urgence. Vous voyez 1 heure de l'après-midi, on voit que les observations sont correctes. Après, on voit qu'il n'y a aucune variabilité. On voit que le taux de respiration est à 50 en permanence. Et là, c'était des enfants. Apparemment, ils avaient une fréquence cardiaque qui était normale. Alors, ça m'a dit, disons que j'ai trouvé ça suspicieux. Et à 1 heure de l'après-midi, je vois que les résultats étaient corrects, mais après, il y avait un problème. Alors là, je me suis demandé pourquoi il y avait des observations qui n'étaient pas fiables. Et la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de patients par rapport au personnel. Ici, au Royaume-Uni, vous voyez qu'il faut une infirmière pour 4 enfants. À Narok, lorsque toutes les infirmières étaient là, eh bien, une infirmière s'occupait de 16 enfants. Et pas de supervision la nuit. Le personnel de nuit était là, mais n'est pas venu à la formation parce qu'ils ne pensaient que ce n'était pas forcément nécessaire pour eux. J'ai mis ici une photo des grèves des médecins au Royaume-Uni. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y aura aussi une grève au mois d'octobre. Nos raisons, nos motivations pour faire la grève, elles sont justifiées, mais pas autant qu'au Kenya. Les gens qui n'ont pas été payés pendant 3 mois. Donc, il y avait des grèves qui arrivaient souvent et le moral était à 0 à l'hôpital. Et puis, les internes, il y en avait en général 1 ou 2 qui couvraient tout l'hôpital la nuit, c'est-à-dire qui couvraient les urgences, la médecine adulte, la chirurgie, la gynécologie, etc. Donc, ils n'étaient pas toujours là en pédiatrie et on les contactait d'habitude par téléphone portable. Donc, je pense que les infirmières ne souhaitaient pas contacter les internes la nuit parce qu'ils savaient qu'ils avaient énormément de choses à faire et donc ils devaient choisir, faire des choix et avoir des priorités. Donc, les recommandations, c'est plus de formation, notamment pour le personnel de nuit. J'ai de la chance parce qu'il y a d'autres volontaires qui ont été placés à cet hôpital du Collège royal de pédiatrie. Ils ont pu travailler, voir si le travail que nous avons fait a apporté des améliorations. Et puis, ici, vous voyez un exemple d'une observation de prévention qu'on a fait à l'hôpital. Donc, si on a des observations en jaune, il faut répéter cette observation et notifier s'il y a des observations qui sont dans le rouge. Là, il faut en parler directement au médecin. Et ce tableau, c'est une méthode plutôt utile qui permet d'autonomiser les infirmières. Ensuite, elles savent qui il faut appeler, à quel niveau d'urgence se trouve, et ça nous permettra de réduire la mortalité. On l'espère en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bravo. Dans les temps, une fois de plus. Y a-t-il des questions? Quelqu'un a dit tout à l'heure, la personne du Sénégal nous a demandé si vous aviez des contacts avec le ministère de la Santé par rapport aux standards pour les infirmiers ou aux standards médicaux, des choses que vous pourriez pousser. Nous avons de la chance au Collège royal de pédiatrie parce que nous avons un partenariat avec l'Association des pédiatres du Kenya. Nous avons souvent rencontré le directeur de pédiatrie pour le pays. Nous avons produit un rapport. Tout est dans mon rapport, d'ailleurs. Donc oui, ils sont tout à fait avec nous. Ils travaillent avec nous, le directeur, donc le directeur médical du pays, et puis aussi l'infirmière en chef, et puis le directeur de service à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Cindy. Vous avez parlé d'un système d'avertissement pour les parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, j'ai adapté, vous savez, le TTU+, un protocole de triage de l'OMS. Vous le connaissez peut-être. À l'aide de ces lignes directrices, j'ai récupéré les symptômes, les signes les plus importants au niveau de la respiration, par exemple. J'ai mis ça sur un poster
Et à chaque fois qu'un patient était admis à l'hôpital, on présentait ces signes à la maman dans les différentes langues, en Kimasai et en Kiswahili. Et l'objectif, c'était de permettre aux parents de se rendre compte lorsque l'enfant était en situation difficile. Et puis à la sortie aussi, ça voulait dire que les parents connaissaient ces drapeaux rouges et pouvaient en parler dans la communauté, en parler même aux travailleurs de santé locaux. Bonjour, Mariam Silla du Mali. Ma question, c'est par rapport à la pérennité de ce que vous avez fait. Parce que c'est vrai que tant que le problème de ressources humaines n'est pas réglé, si vous êtes là, les infirmières ont peut-être la motivation, mais après, qu'est-ce qui va se faire si vous ne réglez pas le problème de ressources humaines? So my French is very, very rusty. I'll need someone to translate for me. Yeah, Yeah, we have a translator. mine's worse. This is Dr. Ann Lindstrand from MSF. Alors, Bien, la question, c'était la durabilité, les possibilités de poursuivre ce que vous avez commencé. Vous êtes là, il y a la motivation. Et que se passe-t-il après tout cela? Très bonne question. Comme je l'ai dit, on a de la chance parce qu'on a reçu le financement de FET pour continuer à placer des volontaires du Royaume-Uni dans cet hôpital. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, évidemment, ce financement, personne ne le sait. Mais ce qu'on essaye de faire avec le TTU+, qui a été développé au Kenya, on a quelqu'un qu'on appelle un champion du TTU+, dans l'hôpital. Ça peut être un responsable médical, mais souvent c'est une infirmière parce que c'est plus simple, elle reste dans cet hôpital. Mais ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une personne qui mène, quelqu'un qui puisse continuer à faire le travail une fois que le médecin part. C'est certainement mieux d'avoir une infirmière locale, Maasai, qui puisse le faire, hein, d'ailleurs. Je suis un docteur de Karolinska. Comment est-ce que vous avez eu l'impact? Vous n'avez pas eu de plus de personnel, si j'ai bien compris, mais il y a eu un changement au niveau du moral du personnel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont appelé le responsable médical plus souvent? Comment est-ce que vous avez réussi à avoir un impact? Eh bien, la réduction des morts, je ne sais pas exactement s'il y avait aussi d'autres projets de formation à l'hôpital. Et puis aussi, j'étais là. Mais je ne suis pas sûre que les choses se soient passées du jour au lendemain. Disons que les observations n'étaient pas faites correctement. Je ne pense pas que ce projet ait été vraiment la seule chose qui ait changé tout cela. Encore une question, je crois que vous étiez le premier sur la liste. Je ne veux pas qu'on se batte, hein. Une question de plus? Je travaille à Amsterdam. J'ai beaucoup aimé ce tableau d'avertissement dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez des données publiées qui prouvent que ça marche, que ça peut réduire la mortalité après admission de l'enfant à l'hôpital? Je n'ai pas de données qui correspondent aux endroits où les ressources sont faibles. Pas exactement. Je ne crois pas qu'on en ait. Merci beaucoup, Marc. Merci pour votre présentation. Dr. Lang. Le docteur Lang a la parole. La prise en charge des enfants en état critique au Malawi dans une unité pédiatrique. Il a baissé. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. L'insuffisance respiratoire chez les enfants peut être causée par des infections respiratoires sévères, mais peut aussi se produire dans le contexte de maladies critiques telles que la septicémie ou la défaillance multiviscérale. Et dans les environnements à faibles ressources, les défaillances respiratoires sont associées à fort risque de mortalité. Et l'assistance respiratoire est un élément essentiel de soins intensifs. Différentes formes de
ventilation non invasive existent et sont utilisées fréquemment dans les environnements à ressources élevées. La ventilation non invasive a le potentiel d'améliorer l'évolution des enfants présentant une défaillance d'un organe, les pneumonies, mais peut également jouer un rôle dans la prise en charge des événements très malades présentant une défaillance multiviscérale. En 2012, nous avons conduit une petite étude au Malawi en utilisant une configuration dans une large mesure improvisée avec la ventilation spontanée en pression positive continue. Et nous avons pu ensuite développer une formule plus adaptée de ce système CPAP. L'étude a été conduite dans un service de pédiatrie très actif à Lilongwe au Malawi. Nous avons conduit cette étude à partir d'avril 2014 pendant la période où la saison dite du paludisme, du 26 février au 15 avril 2014, avec des concentrateurs d'oxygène modifiés et des bouteilles à oxygène fournies pour assurer un flux d'oxygène et d'air humidifié avec le système CPAP à bulles. Nous avons recruté des enfants présentant une insuffisance respiratoire âgés de 29 jours à 59 jours. La suffisance BCPAP est définie comme décès pendant le traitement BCPAP dans les 48 heures de l'arrêt de ce traitement BCPAP ou bien un passage à l'intubation à la ventilation. Et l'étude a été approuvée par le comité de recherche sur les sciences de la santé du Malawi. Alors, pour compléter un petit peu ce qu'a dit l'intervention précédente, il s'agit donc dans cette parcours de soins intensifs en pédiatrie graphique du processus suivant, donc avec au départ le triage et les admissions. Nous avons pris en charge les enfants en fonction des recommandations de l'OMS. Nous avons fait attention pour ce qui était de la réanimation avec des liquides. Donc, nous avons appliqué les recommandations de l'OMS avec de fortes limites en termes de ressources, ressources humaines, approvisionnement, infrastructure et également matériel. Voici notre configuration BCPAP. Le concentrateur d'oxygène est utilisé par MSF avec une sortie oxygène à raison de 10 litres par minute. Au total, un flux de 20 litres par minute. Le flux d'oxygène et d'air peut être humidifié et chauffé avec l'utilisation de l'air utilisé par le compresseur du concentrateur d'oxygène. La pression est définie par la distance du tube en dessous de la surface de l'eau et nous avons l'interface donc ensuite avec l'enfant qui est traité. En général, nous commençons avec 7 à 8 cm d'eau pour la pression BCPAP et ensuite, en fonction de la saturation présentée par l'enfant, c'est donc réajusté. Nous avons appliqué les soins intensif de base. Et je crois qu'il faut que j'accélère légèrement, dit l'orateur. Le suivi du patient. Donc, suit les principes de triage de base avec labeling et 2 vérifications des signes vitaux par jour. Ça ne semble pas beaucoup, mais dans le contexte dans lequel nous nous trouvions, c'est tout ce que nous pouvions faire. Le protocole d'arrêt du BCPAP, nous réduisions donc le FiO2 si la saturation restait au-dessus de 94% de manière continue. Nous réduisions les pressions si la saturation était stable. Et si l'état clinique du patient s'améliorait, nous arrêtions le BCPAP si la fonction respiratoire se stabilisait et si la saturation était adéquate. Et dans ce cas-là, il était placé sur 1-2 litres par minute de flux.
avec une saturation au-dessus de 94%, eh bien, nous sommes conformes aux recommandations de l'OMS pour les patients présentant des insuffisances respiratoires associées à d'autres défaillances d'organes. Avec un total de 115 patients, 64% de ces patients ont survécu. Je reviendrai tout à l'heure sur les détails. L'âge médian était d'environ 8 mois. La survie était de 86% chez les enfants présentant une défaillance d'organes unique. Ceux qui étaient exposés au VIH ou infectés par le VIH présentaient des risques de mortalité supérieurs que ceux qui n'étaient pas affectés par le VIH ou non exposés au VIH. Dans un petit sous-groupe, très peu de patients, donc c'était une analyse de sous-groupe quand même limitée, les enfants présentant une défaillance d'un seul organe, avec très peu de comorbidité, VIH négatif. Là, la survie était 94%, mais les chiffres étaient bien sûr de nouveau très bas. Et dès qu'il y avait des défaillances d'organes supplémentaires, des signes de choc, d'anémie, ou bien une défaillance de plus d'un organe, eh bien, la mortalité augmentait. Les enfants mal nourris présentaient un risque de mortalité supérieur et la plupart présentaient une défaillance de plus d'un organe. En conclusion, les limites de cette étude, eh bien, il s'agissait d'une étude d'observation de base avec un nombre d'enfants réduit, 115, et la qualité des données était affectée par la charge de travail énorme dans ce service. La cohorte évaluée représente des enfants qui présentent des risques de mortalité élevés, même si nous n'avons pas utilisé de score de sévérité de la maladie. Le sous-groupe d'enfants présentant une défaillance d'un seul organe et sans comorbidité et VIH négatif, eh bien là, le taux de survie élevé montre que l'on peut utiliser le BCPAP dans des contextes à faibles ressources. Et ce groupe était comparable à une autre étude randomisée de contrôle conduite par Christy Trevatube au Bangladesh. Le rôle du Bubble CPAP est net dans un ensemble de soins pour les enfants très malades dans un contexte à faibles ressources, mais comme l'a souligné Lisa, d'abord, il faut maîtriser les soins de base. Et le NAV peut jouer un rôle si l'on applique dès le début les soins intensifs de base. Merci beaucoup. Il s'agit d'une technique très importante, ça ne fait aucun doute, y compris chez les nouveau-nés présentant une insuffisance respiratoire. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation sur cette technique très importante. Allez-y. Merci beaucoup. Je pense que c'est effectivement une très bonne technique. Et j'ai deux questions. Ce type de technique a besoin d'une ressource humaine pour effectuer le suivi. Donc, c'est la première question. Et deuxièmement, quel est le coût de ce Bubble CPAP et quelle est l'énergie dont on a besoin finalement pour le faire fonctionner? Pour l'énergie, là, il faut que je me tourne vers un électricien. Enfin, faudrait poser la question en électricien en biomédecine, mais c'est environ 2 500 €. Mais pour un concentrateur normal, c'est peut-être un peu moins. Donc, finalement, c'est pas beaucoup plus cher que le concentrateur d'oxygène qui fournit plus de 10 litres ou 10 litres par minute. Ça s'utilise comme n'importe quel système d'oxygène, même à faible flux. Et c'est vrai que là, il faut quand même un bon système électrique derrière. Donc, on ne peut pas s'en remettre au réseau d'alimentation en électricité nationale. Il faut un bon système électrique derrière. Allez-y, madame. Oui.
À ce propos, au Malawi, dans tous les hôpitaux de district, on a ce qu'on appelle le Pomani qui a été développé spécifiquement pour les systèmes de santé à faible ressource. Ça coûte à peu près $800. Et en fait, c'est séparé par rapport au concentrateur d'oxygène, ce qui me plaît beaucoup parce que s'il y en a qui ne fonctionnent pas, vous avez toujours l'autre. Alors que si c'est la même unité, bien finalement, quand elle ne marche pas, elle ne marche pas. Et c'est conçu spécifiquement pour les bébés de moins de 10 kilos. Je viens de MSF et j'ai une question concernant les résultats que vous avez obtenus dans un service de pédiatrie très chargé, avec peu de personnel. Pour vous, est-ce que quand il y a un manque de technologie, est-ce que vous pensez qu'il faudrait distribuer ce système dans tous les contextes similaires, étant donné ses capacités et la faisabilité de ce système? Je crois qu'on revient au niveau de prise en charge décrit par Lisa Humphrey. Pour les enfants, il nous faut toujours faire les choses de base, en triage, en soins intensifs, très bien déjà au départ, et établir peut-être et définir une unité de soins critiques de soins intensifs. Et une fois que cela est bien fait, on peut aller plus loin. Mais le potentiel, l'utilisation du bubble CPAP ne sera pas pleinement exploité si on l'utilise dans une unité ou un service normal, et l'impact sera limité. Et la même chose s'applique aux nouveau-nés. Je crois que la prise en charge des nouveau-nés, elle doit être faite de manière basique déjà, bien au départ. Et si l'on maîtrise cette partie-là de la prise en charge, on peut ensuite envisager d'utiliser le bubble CPAP. Une question supplémentaire. Désolée, mais je ne parle pas bien l'anglais, dit cette dame. Et donc, elle va s'exprimer en français. Ce système. Et la question que je me pose, est-ce que dans les hôpitaux au Malawi, il y a une fourniture régulière du consommable? Parce que nous, les tubuleux, est-ce que c'est peut-être de les utiliser plusieurs fois? Est-ce que c'est à usage unique? Could you repeat just the essence? Donc, la question, si mon français m'a permis de bien la comprendre, c'est d'abord, est-ce qu'il y a un fournisseur local au Malawi? Est-ce que c'est le cas ailleurs? Et qu'en est-il des consommables? C'est une très bonne question, effectivement. Nous avions un fournisseur qui était basé au Royaume-Uni, mais c'est vrai que c'est un problème. Et si vous avez cette unité d'établi, l'approvisionnement consommable et tout ce qui est réparation, etc., doit être aussi organisé. Sinon, ça ne pourra pas durer très longtemps. Pour ce qui est des consommables, on ne l'a sans doute pas assez bien organisé par rapport aux références MSF, pardon. Donc, on nettoyait nos tubes. Donc, avec un programme Bubble CPAP, il faudra maintenant, pour la suite des opérations, voir comment organiser effectivement l'approvisionnement et le renouvellement des consommables. Rapidement, s'il vous plaît. Merci pour cette excellente présentation. Je crois qu'on s'intéresse tous énormément à cet aspect-là, surtout après la discussion sur le champ, etc. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut bien établir les bases. Alors, est-ce que vous pensez justement que lorsque vous l'avez établi, les soins de base, les structures de base étaient bien établies? Parce qu'on est tous d'accord sur le principe, mais quand on parle de ce qui est basique, on ne sait pas forcément exactement de quoi on parle. Exactement. Donc, maintenant, avec du recul, puisque vous l'avez fait, est-ce que vous pensez que les structures de base étaient bien établies, étaient solides, ou bien pas tout à fait? Est-ce que vous feriez les choses différemment la prochaine fois? Dans notre contexte, je pense que la structure fondamentale était en place à 75%. À peu près. Mais c'est vrai que ça nous intriguait comme technique, donc on n'a pas pu résister à la tentation de l'utiliser. Mais si vous avez une équipe motivée, engagée, et si le personnel infirmier aussi l'est, je pense que c'est sans doute plus facile déjà au départ. Une autre question?
Donc, ce monsieur parle français. Visé par la CEPAP, c'est des objectifs de saturation supérieurs à 94% pour une FiO2. Moi, la question que je pose, c'est par rapport au monitorage de cette FiO2. Parce que parfois, vous parlez de FiO2, parfois, vous parlez de débit. Et on sait que sur ces appareils-là, on n'a pas de FiO2, on n'a que les débits. Comment vous faites? Est-ce que vous avez un tableau de correspondance? Oui. Ou bien est-ce que voilà? Merci. Donc, il y a une table de correspondance. Just repeat. I just repeat. Very quick. Okay. Very So quick, the question was, how did we set flow? So we set flow by setting the flow and the oxygen and Et donc, on établit le flux pour la sortie oxygène et air, le débit. Et pour mesurer la FiO2, eh bien, il y a un tableau, effectivement. Donc, la sortie oxygène, à partir du concentrateur, eh bien, c'est à peu près 95% de concentration. Et après, en fonction du mélange entre l'air et l'oxygène, eh bien, on peut déterminer la FiO2. Et c'est vrai que c'est très important, hein, surtout pour les nouveau-nés. Merci beaucoup et merci pour les questions qui ont été posées aussi. C'est très important, effectivement. Alors, la dernière présentation est du docteur Mwanga, qui va parler de la prise en charge du paludisme dans les contextes à ressources limitées, et le neuropaludisme en particulier. Bonjour à tous. Je m'appelle Juliette. Je suis pédiatre. Je travaille avec Épicentre en Ouganda. Et donc, il s'agit du contexte dans lequel nous travaillons. Nous nous efforçons de faire une différence, surtout dans le domaine du paludisme, parce que le paludisme reste une forte cause de mortalité, comme en Afrique subsaharienne. Actuellement, c'est dans cette région qu'apparaît 90% des cas de paludisme sévère chez les enfants. Et malgré le travail qui a été déjà réalisé et les traitements qui ont été découverts, la mortalité due au neuropaludisme chez les enfants est encore élevée, avec un taux de mortalité de 18%. Et c'est pour cela que nous continuons à travailler d'arrache-pied. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire part de mon expérience en comparant en particulier 2 essais cliniques effectués en collaboration avec Épicentre et d'autres acteurs. Et en particulier, nous allons nous intéresser à la mortalité. Donc, voilà l'objectif. Et donc, je fais référence à ces 2 essais cliniques. Alors, déjà, pour comparer les caractéristiques de ces 2 essais cliniques, il y a Aquamat qui s'est déroulé entre 2007 et 2010, multi-pays, multicentrique. Et nous avons eu la chance de faire partie de l'étude avec notre site. Et donc, ce dont je vais vous parler est spécifique à notre site. L'étude Aquamat se penche sur l'ensemble de l'éventail de paludisme grave avec des enfants âgés de 2 mois à 12 ans. C'est un essai clinique ouvert à randomisation par bloc et qui testait l'efficacité de l'artésunate par rapport à la quinine. Le résultat de cette étude, les résultats ont été très positifs, avec une forte réduction des cas de décès chez les enfants qui ont reçu de l'artésunate par rapport à la quinine. Le résultat, c'est que nous avons modifié notre politique de prise en charge du paludisme. Et maintenant, l'artésunate, c'est vraiment le traitement de choix pour ces cas de paludisme sévère. À la suite de cette étude, par rapport au cas de paludisme sévère, eh bien, on s'est intéressé au cas de neuropaludisme. Et donc, Épicentre, en collaboration avec des acteurs américains, des organismes américains, a lancé une étude sur le rôle de INO
pour voir si l'on pouvait faire une différence dans les cas de neuropaludisme, donc avec l'oxyde nitrique inhalé. Et donc, nous sommes penchés de nouveau sur les enfants âgés de 2 mois à 12 ans. De nouveau, une étude ouverte à randomisation par bloc. Et dans cette étude spécifique, tous les enfants ont reçu de l'artésunate. Mais en plus de l'artésunate, il y avait 2 groupes. Un groupe a reçu de l'acide nitrique inhalé comme traitement supplémentaire. Et l'autre groupe a reçu du placebo, tout simplement, pour permettre la comparaison. Et cette étude est intervenue 1 an seulement après la fin de Aquamat. Ce tableau vous montre les caractéristiques de référence de ces enfants au départ, et l'on voit que le but, c'est de voir les causes de différents cas de mortalité en fonction des méthodes. Donc, vous avez dans l'étude Aquamat des enfants qui sont traités en service de pédiatrie générale, dans un hôpital très chargé comme celui qu'on a vu. Donc, dans le service de pédiatrie générale, par rapport à la deuxième étude où ils sont pris en charge dans un service de soins intensifs. Pas forcément technologie, mais un service de soins intensifs, donc, où les ressources ne sont pas forcément non plus suffisantes. Les ressources sont limitées pour bien prendre en charge ces enfants. Alors, l'oxygène, la première fois, est disponible parfois, mais pas toujours. Par contre, dans la deuxième étude, il est toujours disponible. Le ratio infirmière-patient est de 1 infirmière pour 5 patients. Et dans le deuxième cas, ces infirmières travaillent uniquement sur l'étude. Donc, parfois, vous aviez 2 infirmières par patient. Pour ce qui est du suivi, tous les 6 heures dans l'étude Aquamat, alors qu'en DNO, c'était en continu en raison du nombre d'infirmières. La machine, donc, émettait un signal et pour appeler l'infirmière. Dans le premier cas, vous aviez jusqu'à 3 patients par lit. Donc, les lits étaient partagés, alors que dans la deuxième étude, eh bien, les patients avaient leur propre lit individuellement. Pour la nutrition, les patients apportaient leurs propres aliments, donc c'était parfois difficile de les nourrir à l'heure. Alors que dans le deuxième cas, c'est l'étude qui fournissait l'alimentation, donc était individualisée, fournie donc par l'étude. Et pour l'équipement de réanimation, dans Aquamat, et ça n'était possible que lorsque le matériel était disponible dans le service, alors que dans la deuxième étude, il était tout le temps disponible. Voilà le profil démographique et les caractéristiques cliniques des enfants dans ces 2 études. Et je voulais là attirer votre attention en particulier sur les taux. Le traitement antipaludique précédent. Alors, plus de 80% des patients avaient été traités, donc à droite. Pour l'étude Aquamat, la plupart des patients, donc les critères d'exclusion n'étaient pas les mêmes. Pour ce qui est du taux de gravité des patients, ils sont plus malades dans la deuxième étude. Pour l'anémie sévère, 53% présentaient une anémie sévère et beaucoup avaient reçu du sang avant leur recrutement dans l'étude. Pour le pH inférieur à 7, donc faible, c'est un indicateur d'acidose. Et environ 35% dans l'étude Aquamat présentaient un faible pH par rapport à l'INO. Et là, je voulais vous expliquer que c'est à cause de la réanimation qui a eu lieu dans le cadre de l'étude INO. Donc voilà le résultat, la mortalité. Et je voudrais que vous vous concentriez sur ce qui est à gauche, les 2 barres de gauche. La première barre compare la mortalité dans le groupe Aquamat, dans l'étude Aquamat, pardon, des enfants, et la barre
juste à côté, c'est ceux qui ont reçu l'INO ou du placebo. Et vous avez 18% à gauche, 15% à droite. 3%, ça peut paraître peu, mais finalement, si vous regardez le risque relatif, on s'aperçoit que la différence est de 16% dans la mortalité chez ces enfants entre l'étude Aquamat et l'étude INO. Donc, nous avons essayé de calculer un peu plus ce qui aurait pu être la cause de ces résultats. Comme ils ont reçu de l'artisanat à la fois dans l'étude INO et dans l'étude Aquamat, nous avons essayé de voir quels étaient les prédicteurs ce qui aurait pu expliquer la différence entre les deux. Donc, nous avons inclus beaucoup de facteurs tels que la faible pH, le fait qu'il n'y ait pas eu de traitement avant ou traitement préalable. Et en fait, nous sommes concentrés sur ces deux facteurs, faible pH et pas de traitement antipaludique avant. C'est les deux facteurs que nous avons retenus. Et donc, dans les conclusions, on peut dire que, en plus de l'artésunate, il est très important d'avoir une prise en charge intensive. C'est vraiment, justement, les soins de base, réanimation au bon moment, suivi, monitorage au moment où il faut le faire, suivi clinique. Ça a vraiment un rôle dans la réduction de la mortalité par rapport à la première étude Aquamat. C'est important parce que vous avez ces deux facteurs, deux prédicteurs, la pH faible et puis le fait qu'ils aient reçu un antipaludique préalable. Et ça montre qu'il n'y a pas besoin de haute technologie. Si vous administrez les liquides au bon moment, le sang, vous pouvez avoir des résultats avec ces deux prédicteurs. Et c'est vrai que ce sont des services très chargés. On ne demande pas de soins intensifs avec une haute technologie, mais il suffit parfois d'avoir un coin avec 2-3 lits où les patients atteints de paludisme sévère peuvent être placés. C'est pas toute l'année. Il y a la saison du paludisme. Donc, on peut prévoir que c'est, bon, en novembre, décembre, la saison du paludisme, on peut prévoir d'avoir ce genre de structure, donc, dans un coin du service, éventuellement. Merci beaucoup. Et c'est très important et ça revient à la question de la gestion des ressources humaines qui peut faire une grosse différence, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous nous avez parlé de l'étude INO. Quelle est la méthode, en fait, pour l'administration de l'oxyde nitrique inhalé? Eh bien, pour nos patients, nous avions une bouteille. Et on mesurait également le débit de ce qui était administré au bébé avec une sonde nasale. C'est administré par sonde nasale. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous avez inclus dans votre ratio de risque ajusté, parce que quand on regarde les sites, pour moi, c'est évident que du côté Aquamat, il y avait tous les ingrédients pour avoir plus de mortalité que dans l'étude INO, ou le site étude INO. J'imagine que déjà, quand on compare les sites, on peut prévoir une plus forte mortalité dans Aquamat. Alors, qu'est-ce que vous avez inclus dans votre ratio de risque? Et c'est pour ça, justement, que je présente ces études. La plupart des facteurs prédicteurs de mortalité dans l'étude INO ont été éliminés même avant le recrutement des patients, rien qu'avec le changement de méthode prise en charge par le personnel infirmier. Mais on avait tenu de la profondeur du coma, l'anémie, l'hyponatrémie. Ce qui est plus important avec les petits nombres, la petite population, c'était la pH faible, le fait qu'il n'ait pas reçu de traitement antipaludique avant. Et c'est pour montrer que les prédicteurs peuvent être modifiés par la prise en charge par les infirmiers. Merci. En Ouganda de l'Est, je m'intéresse
m'intéresse à la défaillance rénale chez les enfants qui ont souffert de paludisme. Et c'était une contribution. Je me demande quel est le lien avec la mortalité en neuropaludisme. Merci pour votre question. Effectivement, il y a des études qui ont été faites au Kenya, comme Kate pourrait nous le dire, et qui nous montrent que c'est le cas. C'est-à-dire que les enfants qui ont une forte créatinine et un azote dans le sang plus élevé sont plus dans une population plus à risque. Et dans cette étude, nous avons vu que ces enfants de l'étude INO avaient de l'azote dans le sang plus élevé. C'était plus de 40 par rapport à 20 pour l'aquamat. Mais cependant, ça ne nous a pas semblé aussi important que d'autres facteurs. Pourquoi? On a donné des liquides, on assiste le rein pour qu'il fonctionne, même avant de donner l'artésunate. Et c'est cela que je voulais souligner. La personne à qui on donne le traitement a peut-être eu une prise en charge précédemment. Thank you to all 4 speakers for really. Merci à mes 4 orateurs qui ont pu respecter les temps. C'était très difficile. Merci, David. Merci d'avoir présidé cette session. Les présentateurs des abstracts, je vais leur demander de venir ici sur la scène pour recevoir un petit cadeau. Merci de venir ici sur la scène. Merci, Juliette.